Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans cette édition du dimanche 12 janvier. Voici les titres de ce journal. Le crash d'un Boeing ukrainien en Iran a fait 176 morts. Le pays est mis en cause par les Américains, d'autant qu'il avait promis de venger la mort du général Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone ordonnée par le président Donald Trump il y a une semaine. Nous reviendrons sur la détérioration des relations entre les États-Unis et l'Iran. En France, le Premier ministre a annoncé hier retirer provisoirement l'âge pivot de 64 ans, visant à équilibrer financièrement le système de retraite d'ici à 2027. Difficile d'y voir clair sur ce sujet très technique, nous répondrons à 3 questions que les Français se posent. Enfin, nous parlerons du phénomène Netflix de ces derniers mois. Sex Education revient ces jours-ci pour une deuxième saison, encore plus prometteuse que la première. Adolescents, adultes et experts saluent les bienfaits de cette série bourrée d'humour qui a su dédramatiser les transformations du corps et l'entrée dans la sexualité. Et partons au Moyen-Orient pour commencer ce journal. Je vous l'annonçais en titre, Washington soupçonne Téhéran d'être derrière le crash d'un avion ukrainien. Selon plusieurs médias américains citant des sources de renseignement, l'Iran aurait abattu par erreur le Boeing 737 d'Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi dans la capitale iranienne, un drame qui a fait 160. Les chaînes de télévision CNN et CBS et le magazine Newsweek citent des responsables sous couvert d'anonymat qui sont convaincus que la défense anti-aérienne de Téhéran a abattu le vol PS-752 d'Ukraine International Airlines juste après son décollage. La catastrophe est survenue peu après des tirs de missiles par Téhéran sur des bases utilisées par l'armée américaine en Irak. Les autorités iraniennes ont affirmé jeudi que les rumeurs selon lesquelles l'avion aurait été abattu par un missile n'avaient aucun sens. Le président américain lui-même s'était montré sceptique sur les raisons du crash. « J'ai mes doutes », a déclaré Donald Trump depuis la Maison-Blanche. « J'ai le sentiment que quelque chose de terrible s'est passé, quelqu'un a pu faire une erreur, je ne sais pas », a-t-il poursuivi. Par ailleurs, le président américain a déclaré jeudi que les nouvelles sanctions économiques visant l'Iran, annoncées la veille, étaient déjà en vigueur. L'Ukraine a par ailleurs demandé jeudi à l'Occident de fournir des preuves qui aideraient dans l'enquête. Notre pays a tout intérêt à ce que la vérité soit établie. Voilà pourquoi nous appelons les partenaires occidentaux de l'Ukraine. Si vous avez des preuves qui aideront l'enquête, nous vous demandons de les fournir, a déclaré la présidence ukrainienne dans un communiqué. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a lui réclamé une enquête approfondie sur cette catastrophe aérienne, la plus meurtrière, impliquant des Canadiens depuis l'attentat contre un Boeing 747 d'Air India, c'était en 1985, dans lequel 268 Canadiens avaient trouvé la mort. Pays hôte d'une importante diaspora iranienne, le Canada a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran en 2012, en reprochant à la République islamique son soutien au gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie. Selon un rapport d'enquête préliminaire de l'aviation civile iranienne, des témoins oculaires ont rapporté qu'un incendie avait été observé dans l'avion. Cette catastrophe aérienne fait suite à la mort du général iranien Soleimani et aux tirs de missiles sur des bases américaines en Irak. Autant d'événements qui n'ont fait que confirmer la longue détérioration des relations entre les États-Unis et l'Iran. Retour sur la chronologie de l'escalade des tensions entre ces deux puissances. Les Iraniens avaient promis de venger la mort du général Qassem Soleimani, tué par une frappe de drone ciblée ordonnée par le président des États-Unis Donald Trump le 3 janvier dernier. La vengeance ne s'est pas fait attendre. Ce 8 janvier, une douzaine de missiles iraniens se sont abattus sur 2 bases américaines en Irak et menaçaient de frapper Israël et les alliés des États-Unis dans la région. Cette flambée des tensions depuis janvier s'inscrit en réalité dans le contexte d'une longue escalade diplomatique entre les deux pays, déjà irréconciliable depuis la sortie de Washington en mai 2018 de l'accord sur le nucléaire iranien. Les relations irano-américaines se sont encore dégradées depuis que l'administration de Donald Trump a inscrit les gardiens de la révolution sur sa liste des organisations terroristes en avril 2019 et renforcé ses sanctions contre Téhéran en mai. Reprenons ces derniers éléments de chronologie. Avril 2019 donc, Washington place les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien, sur sa liste noire des organisations terroristes étrangères. La force Al-Quds, unité d'élite chargée des opérations extérieures des gardiens, dont le général Soleimani est le commandant, est également mentionnée sur la liste. Le 8 mai, l'Iran décide de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi, revenant sur des restrictions consenties par l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire.
Quelques jours auparavant, Washington a annoncé l'envoi de bombardiers B-52 dans le Golfe pour contrer de présumées attaques imminentes de l'Iran contre les forces américaines. En réaction à l'annonce de Téhéran, le président américain Donald Trump impose de nouvelles sanctions contre les secteurs iraniens du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. D'autres sanctions seront prises les mois suivants. L'escalade se poursuit entre Washington et Téhéran, tandis que des sabotages et attaques de navires dans le Golfe sont imputés à l'Iran, qui dément. Le 20 juin, les gardiens de la Révolution annonce avoir abattu un drone espion américain qui avait violé l'espace aérien iranien, mais le Pentagone assure qu'il se situait dans l'espace aérien international. Le lendemain, Donald Trump affirme avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain. Le 18 juillet, Donald Trump affirme cette fois qu'un navire américain a détruit au-dessus du détroit d'Ormuz, entre le golfe Persique et le golfe d'Oman, un drone iranien qui s'approchait dangereusement d'un navire américain. Des allégations sans fondement, selon Téhéran. Septembre est le mois de toutes les tensions. Le 7, Téhéran annonce avoir mis en route des centrifugeuses avancées devant augmenter son stock d'uranium enrichi, une nouvelle étape de son désengagement de l'accord sur le nucléaire de 2015. Depuis mai, l'Iran a augmenté ses stocks d'uranium enrichi au-delà de la limite fixée par l'accord et enrichi ce minerai à un niveau supérieur au plafond autorisé. Le 26 septembre, l'Iran lance le processus d'enrichissement d'uranium dans ses centrifugeuses avancées. Le 14 septembre, des attaques contre des infrastructures pétrolières majeures en Arabie Saoudite sont revendiquées par les rebelles yéménites Houthis, soutenus par l'Iran. Téhéran, qui dément, est accusé par Washington, mais aussi par Riyad, Berlin, Londres et Paris d'être à l'origine des attaques. Le 20 septembre, Donald Trump annonce des sanctions contre la Banque centrale iranienne pour financement du terrorisme, présentées comme les plus sévères jamais imposées à un pays. La République islamique d'Iran choisit la date symbolique du 4 novembre 2019, 40e anniversaire de la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, pour annoncer qu'elle produit désormais 5 kg d'uranium faiblement enrichi par jour, plus de 10 fois plus que début septembre. Le 7 novembre, l'Iran reprend ses activités d'enrichissement d'uranium à l'usine souterraine de Fordo, alors que l'accord de Vienne de 2015 interdit à Téhéran de mener des activités d'enrichissement dans cette usine. C'est la 4e phase du plan de réduction des engagements iraniens. Le 5 décembre, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France affirment que l'Iran développe des missiles balistiques à capacité nucléaire, violant une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies dans une lettre commune au secrétaire général de l'ONU. Depuis fin octobre, des salves de roquettes se sont abattues à plusieurs reprises sur des secteurs où sont basés des soldats et des diplomates américains. Ces tirs n'ont pas été revendiqués, mais les États-Unis accusent les factions pro-Iran en Irak. Le 27 décembre, un sous-traitant américain est tué dans une attaque à la roquette contre une base militaire de la ville de Kirkouk. Washington accuse de nouveau les factions irakiennes soutenues par l'Iran. Le 29 décembre, au moins 25 combattants pro-Iran sont tués près d'Al-Qaïm, à la frontière irako-syrienne, dans des raids de représailles américains. Le 31, des milliers d'Irakiens partisans de paramilitaires pro-iraniens prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Bagdad pour protester contre les raids américains. Donald Trump menace de faire payer le prix fort à Téhéran. Le 3 janvier, le puissant général iranien Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak et dirigeant de la force Al-Quds, est tué dans un raid américain à Bagdad. La frappe a été ordonnée par Trump lui-même. Téhéran promet une riposte militaire, une dure vengeance qui frappera au bon endroit et au bon moment. Enfin, le 8 janvier, en riposte à l'assassinat du général Soleimani, l'Iran tire des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak. Au total, en l'espace d'une demi-heure, 22 missiles se sont abattus sur 2 bases irakiennes, Ain al-Assad à l'ouest et Erbil au nord, où sont installés des soldats étrangers, en majorité des Américains. La télévision publique iranienne fait état de 80 morts, une information qui n'a pas été confirmée côté irakien ni côté américain. Mohamed Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, affirme que son pays a terminé dans la nuit des représailles proportionnées et assure que l'Iran ne cherche pas l'escalade de la guerre. Retour en France, un âge pivot de 64 ans qui n'entrera peut-être pas en vigueur en 2022 comme le voulait le gouvernement, une conférence de financement cruciale mais à la marge de manœuvres limitées. Un âge d'équilibre dans le futur système de retraite souhaité par l'exécutif, difficile d'y voir clair dans la négociation et les annonces d'Édouard Philippe ce samedi 11 janvier sur un sujet très technique mais qui concerne l'ensemble des futurs retraités. Voici tout de suite 3 questions-réponses. Première question, qu'est-ce que l'âge pivot? Pour bien comprendre, revenons d'abord sur le système actuel. Il existe actuellement 2 références d'âge du départ à la retraite. L'âge légal du départ à la retraite, 62 ans dans le cas général, à partir duquel il est possible de toucher une pension, mais pas forcément à taux plein.
Et puis l'âge de la retraite à taux plein, à partir duquel il est possible de partir à la retraite avec une pension complète, quelle que soit la durée de cotisation validée. Ceux qui ont cotisé moins longtemps que ne le prévoit la loi, 172 trimestres, soit 43 ans, pour les personnes nées après 1973, subissent en effet une décote, c'est-à-dire une diminution de la pension, lorsqu'ils partent en retraite avant l'âge de 67 ans. Le taux plein est en revanche automatique pour les départs à partir de 67 ans. La réforme, qui vise à mettre en place un régime par points cotisés et non plus par trimestre cotisé, fait disparaître la notion de retraite à taux plein et avec elle la limite d'âge de 67 ans. Si l'âge légal reste de 62 ans dans le système envisagé, le gouvernement souhaite y ajouter un âge pivot qui pourrait être de 64 ans mais susceptible d'évoluer avec un système de bonus-malus sur la valeur du point. Par exemple, en dessous de 64 ans, la pension de retraite serait diminuée, malus. Au-dessus de 64 ans, elle serait augmentée, bonus. L'âge de 64 ans est quant à lui celui auquel s'appliquerait la valeur normale du point. C'est pourquoi le gouvernement parle tout de même d'âge du taux plein, même si l'expression est discutable. Quelle est la proposition d'Édouard Philippe ? Deuxième question. En l'état, la réforme prévoit que les premières pensions de retraite du nouveau système par points, dit universel, soient versées à partir de 2037. C'est en effet à partir de cette date que les personnes nées en 1975, les premières affiliées au régime universel, pourront commencer à prendre leur retraite. Leur retraite sera décomposée en deux parties. La première calculée sur les règles de l'ancien système pour les années travaillées jusqu'à 2025, la seconde basée sur le nouveau système pour la période post-2025. Jusqu'ici, le gouvernement prévoyait également de mettre en place l'âge pivot dès 2022, d'abord de 62 ans et 4 mois jusqu'à 64 ans au cours des années suivantes. Pourquoi aussitôt ? Parce que le système des retraites va être déficitaire, c'est-à-dire que les cotisations des actifs ne seront pas suffisantes pour payer les pensions des retraités. L'âge pivot permettrait donc de faire cotiser plus longtemps et d'économiser des pensions de retraite pour une économie estimée par Matignon à 3 milliards d'euros en 2022 et 12 milliards en 2027. Mais ce retrait n'est peut-être que provisoire, ce retrait de l'âge pivot annoncé hier par Édouard Philippe. Ce dernier accepte la proposition de la CFDT qui souhaitait que soit organisée une conférence de financement pour trouver des moyens d'équilibrer le système de retraite à l'horizon 2027. Si des mesures satisfaisantes sont trouvées à l'issue de cette négociation, alors l'âge pivot pour les retraites sera bien retiré du projet de loi. Enfin, dernière question, pourquoi un âge d'équilibre est-il toujours prévu en 2037 ? Le nouveau système de retraite prévoit toujours un âge légal du départ à la retraite à partir duquel il est possible de toucher une pension, 62 ans actuellement, mais il prévoit également un âge d'équilibre, autre nom de l'âge pivot, avant lequel il y aura un malus sur la pension et après lequel un bonus pour inciter à travailler et donc à cotiser plus longtemps. Cette borne pourrait être de 64 ans en 2027 et serait susceptible d'évoluer par la suite. Et concernant cette réforme des retraites, la grève continue, 36e jour de mouvement, la mobilisation a été ce jeudi moins massive que le 17 décembre. On fait le point sur les derniers. Ce jeudi 9 janvier s'est déroulée la 4e journée de mobilisation interprofessionnelle majeure à Paris après une après-midi dans le calme. La tension est montée en début de soirée entre manifestants et forces de l'ordre. Côté mobilisation, le ministère de l'Intérieur a annoncé que 452 000 personnes ont défilé en France contre 615 000 pour la journée du 17 décembre. De leur côté, les syndicats revendiquaient près de 1,2 million de manifestants dans 65 cortèges. À Paris, environ 44 000 personnes étaient rassemblées quand le ministère de l'Intérieur en annonçait 56 000. À Marseille, la manifestation a rassemblé entre 22 000 et 220 000 personnes. À Toulouse, ils étaient entre 14 000 selon la préfecture et 120 000 selon la CGT. Nantes a pour sa part rassemblé 8 400 personnes selon la police. Quant à Rouen, entre 7 400 manifestants selon la police et 30 000 selon la CGT se sont rassemblés. La CGT-FO, la CFE-CGC, la FSU, Solidaire, l'UNEF et l'UNL ont appelé à manifester afin de demander le retrait du projet de réforme et pour ouvrir des négociations constructives afin d'améliorer le régime actuel. En tête du cortège parisien, le leader de la CGT, Philippe Martinez, a dénoncé l'attitude provocatrice du gouvernement et a émis des doutes sur la volonté de ce dernier de discuter. La CFDT, qui n'a pas appelé à la mobilisation ce jeudi, a proposé une conférence de financement des régimes de retraite à laquelle le gouvernement s'est déclaré ouvert.
Le trafic, quant à lui, au niveau des transports, est toujours très perturbé sur les réseaux SNCF et RATP. Les grèves concernent également les avocats, les personnels des raffineries et les enseignants. Les caisses de grève font le plein. Les cagnottes pour soutenir financièrement, mais aussi moralement les grévistes, se sont multipliées depuis le début du mouvement. Et dans le reste de l'actualité, les suites de l'enquête sur l'attaque au couteau à Villejuif, où la piste terroriste semble privilégiée, les commémorations des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher à Paris, c'était il y a 5 ans, mais aussi le PDG de Renault-Nissan dans la tourmente. À Villejuif, la compagne de Nathan C., une jeune femme de 22 ans, a été placée en garde à vue ce mardi 7 janvier pour association de malfaiteurs terroristes. On rappelle que cet homme est l'auteur de l'attaque du 3 janvier, une attaque au couteau survenue dans le parc départemental des Hautes-Bruyères à Villejuif, lors de laquelle Nathan C. a agressé à l'arme blanche plusieurs passants, faisant un mort et 2 blessés, avant d'être abattu par la brigade anticriminalité du Kremlin-Bicêtre. La compagne de Nathan C. a été interpellée à son domicile de Palaiseau, dans l'Essonne, où a eu lieu une perquisition il y a quelques jours. D'après nos confrères du Parisien, la jeune femme est soupçonnée d'avoir voulu mettre fin à ses jours en commettant une action violente contre les forces de l'ordre. Elle avait confié à une amie vouloir commettre un suicide by cops, mourir sous les balles des forces de l'ordre en les attaquant. Au moment de son interpellation, la jeune femme avait un couteau sur elle. Une enquête est en cours, le parquet national antiterroriste s'est saisi du dossier, relevant la radicalisation certaine de l'assaillant et une préparation organisée de son passage à l'acte. Cette semaine était une semaine de commémoration et de mémoire. Les cérémonies en hommage aux 17 victimes des attaques de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher en janvier 2015, point de départ d'une vague d'attentats djihadistes en France, ont débuté ce mardi 7 janvier. À Paris, une petite centaine de personnes s'étaient rassemblées à partir de 11 h rue Nicolas Appert, devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. À la même heure environ, il y a 5 ans, jour pour jour, les frères djihadistes Saïd et Chérif Kouachi tuaient 11 personnes au siège parisien du journal satirique, suscitant une onde de choc en France et à l'étranger. 2 autres hommages étaient également programmés boulevard Richard Lenoir, où le lieutenant de police Ahmed Merabé a été abattu par les frères Kouachi, et porte de Vincennes, devant le magasin Hypercacher, où Amédi Koulibaly a tué 4 hommes, tous juifs, lors d'une prise d'otage le 9 janvier 2015. Lecture des plaques commémoratives, dépôt de gerbes, minutes de silence. Les cérémonies étaient empreintes d'une grande sobriété à la demande des familles, en présence des ministres de l'Intérieur, Christophe Castaner, de la Justice, Nicole Belloubet, accompagnée de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Un hommage à la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, tuée à Montrouge le 8 janvier 2015 par Amédi Koulibaly, était également prévue mercredi sur les lieux du drame. Une autre cérémonie d'hommage aux victimes de l'Hypercacher, organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France, était programmée jeudi soir. Les 14 suspects soupçonnés d'avoir fourni un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédi Koulibaly seront jugés à Paris du 4 mai au 10 juillet prochain devant une cour d'assises spéciale. Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, dans la tourmente. À 64 ans, ce chef d'entreprise libano-brésilo-français se serait bien passé de cette affaire politico-financière qui l'éclabousse. Revenons un peu sur son histoire. À la fin des années 1990, Carlos Ghosn met en place chez Renault une politique radicale de réduction des coûts et de restructuration qui permet de rendre au groupe sa rentabilité et qui lui confère une réputation de tueur de coûts. Au début des années 2000, il met en œuvre une politique drastique de réduction des effectifs et de restructuration qui permet le redressement total de Nissan, alors au bord de la faillite. Il est alors cité parmi les hommes d'affaires les plus puissants au monde. Président directeur général de Renault de 2005 à 2019, il est également président du conseil d'administration du groupe japonais Nissan, dont il a été PDG de 2017 à 2018, ainsi que président du conseil d'administration du groupe Mitsubishi Motors de 2016 à 2018 et président du conseil d'administration du producteur automobile russe Avtovaz. Il est également PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui atteint en 2017 la première place mondiale devant les constructeurs Volkswagen, Toyota et General Motors. En novembre 2018, il est arrêté par la justice japonaise, étant suspecté de dissimulation de revenus dans les publications financières de Nissan. Le mois suivant, il est inculpé pour utilisation des fonds de l'entreprise à des fins personnelles. En résidence surveillée après plusieurs mois d'emprisonnement, il quitte clandestinement le Japon en décembre 2019 pour rejoindre le Liban où il se trouve actuellement.
Et puis sachez que désormais les 11 mars seront célébrés des commémorations en hommage aux victimes des attentats terroristes, date choisie par le président de la République Emmanuel Macron. Les premières commémorations auront lieu ce mercredi 11 mars 2020. Nous en reparlerons lors d'une édition spéciale. Beaucoup plus légèrement, sur Netflix, Canal 70, notre recommandation de la semaine porte sur cette série Sex Education, véritable phénomène du moment. Si vous n'avez pas encore découvert les aventures d'Otis, Eric, Maëv et leurs compagnons, ne perdez plus une minute. Sortie en 2019, la série britannique vient de dévoiler sa deuxième saison, réalisée par Laurie Nunn. Sex Education est un petit ovni dans le genre des fictions pour adolescents, pas de corps de dieu grec ou de drama rocambolesque. Cette série aborde sans clichés et avec beaucoup d'humour toutes les questions liées à la sexualité. Sex Education est devenu l'incontournable de Netflix, l'une des séries les plus commentées de la décennie, et nous comprenons l'essence de ce phénomène. La rebelle Maëv entraîne Otis, un ado maladroit et discret, dans la création d'une cellule de thérapie sexuelle au sein de leur lycée. Dès les premières minutes de l'épisode 1, nous sommes plongés dans le quotidien de tous les adolescents, et la première saison traite des problèmes sexuels que nous sommes tous aptes à rencontrer au cours de notre adolescence. Dès le départ, des personnages sont mis en lumière, Otis, un protagoniste touchant et innocent, et sa mère, Jean, une sexologue pour laquelle il n'y a aucun tabou. Cette série n'est pas uniquement légère car elle met en scène des thématiques bien plus profondes comme le mal-être intérieur ou la montée de l'homophobie, avec au centre le personnage d'Eric, un jeune homosexuel drôle et dévoué pour les gens qu'il aime. La première saison a été un franc succès, mais la seconde nous a encore plus confrontés à des problèmes bien plus graves, comme les attouchements sexuels. Le personnage d'Aimée est mis à rude épreuve et nous découvrons cette jeune femme sous un nouveau jour. Grâce à Sex Education, les mentalités peuvent évoluer et le monde actuel peut basculer vers la tolérance et l'amour universel, la jouissance féminine, les pratiques sexuelles peu communes ou les fétichismes sont traités sans aucune crainte ou sans aucune peur de jugement. C'est d'ailleurs ce qui contribue à la grandeur scénaristique de cette série que tout le monde devrait voir. Professeurs, parents, élèves sont mis à l'honneur de la seconde, et la seconde saison est encore plus complète que la première. L'arrivée de Raïm, un beau garçon qui fait chavirer des cœurs, le triangle amoureux homosexuel ou les retrouvailles entre une mère démissionnaire et une fille rebelle, chaque thématique est symbole d'une avancée dans la vie de tous les personnages, des personnages auxquels nous nous identifions très facilement. Enfin, il est important de comprendre que ce lot d'épisodes a été conçu pour éduquer, pour apprendre les notions du sexe et de la vie à toutes les personnes qui se posent des questions. À l'heure d'aujourd'hui, Sex Education est une drogue à laquelle il n'y a aucun remède. Il suffit juste de s'asseoir sur son canapé avec des pop-corn et de dévorer ces 2 saisons. Vous allez adorer et ça vaut le détour. Et pour notre photo de la semaine, nous partons en Australie où les températures ont de nouveau grimpé au cours du week-end. Ces fortes chaleurs font craindre une aggravation des incendies, bien évidemment. Les feux finissent par s'alimenter eux-mêmes et donnent lieu, vous allez le voir, à des phénomènes météorologiques singuliers. Ces phénomènes météorologiques en question sont appelés orages de feu, leurs éclairs sont dévastateurs, ce sont des monstres de fumée aux dimensions gigantesques, un phénomène rare qualifié par la NASA de dragon des nuages. Les incendies et la chaleur extrême engendrée par les feux donnent naissance à un nuage XXL pouvant grimper à plus de 15 km d'altitude. À cette hauteur, l'air chaud rencontre des particules plus froides, le nuage se charge alors en électricité provoquant la foudre et déclenchant des feux dans des zones alors épargnées, car ces éclairs très violents sont rarement accompagnés de pluie. Ils tombent donc sur des sols secs, donc facilement inflammables. Et c'est la fin de ce journal que je vous invite à liker et à partager le plus possible. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine.